dans la continuité de ce que nous avons vécu avec les PJL d'accélération des ENR et de relance du nucléaire, le gouvernement nous soumet une nouvelle fois un texte très technique, procédural, dont le contenu est très réducteur au regard des enjeux de société à relever. Loin des débats stériles sur la décroissance ou le productivisme, dans le monde tel qu'il est et à partir des rapports du GIEC et de l'IPBES, nous devrions ici, à l'initiative du gouvernement et en lien avec nos concitoyens, d'abord nous interroger et débattre de l'économie dont nous avons besoin. Une économie qui se met en place, qui va nous faire passer d'une économie des choses vers une économie des usages et des expériences, d'une économie de la possession vers une économie de l'accès, d'un monde manufacturier vers un monde de services, serviciels. Une économie qui sera, à n'en pas douter, plus industrielle encore que celle d'aujourd'hui, hyper-industrielle en réalité, avec une empreinte écologique qui devra être sensiblement moins importante. Une économie qui donne toute sa place au territoire français, dans la diversité de leur potentiel et de leurs initiatives, parce que les territoires seront déterminants dans la réussite nationale. Les voies de ce changement, qui relèvent plus de la bifurcation que de la transition, ne pourront pas s'appuyer que sur les green tech. Pour réussir ce changement, il faudra des politiques de grande ampleur, des investissements massifs et du cadrage de type planification. Des dispositifs financiers aussi, comme le suggère Jean Pisani-Ferry, avec une fiscalité climatique spécifique. Dans ce contexte, je reprends à mon compte le propos du professeur Pierre Vels, qui en appelle, et je le cite, dans une perspective positive, à construire le récit d'une économie désirable. Ce grand récit positif, nécessaire pour embarquer la nation, il revient au gouvernement de l'initier avec le Parlement, le peuple français et nos territoires, et il revient au président de la République de le porter. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'au mieux, le président nous distille par bribes, au cours de ses déplacements et de ses rencontres, une vision, la sienne, et qu'au pire, il n'en a pas vraiment et qu'il compte sur le marché pour surmonter les contraintes et cheminer sa boussole. Quoi produire? Quel secteur développer? Quelles activités pour quel type d'emploi et d'autres questions de ce type? Tels sont les sujets qui devraient nous mobiliser pour faire les bons choix de politique publique. Vous nous direz peut-être, monsieur le ministre, messieurs les ministres, quelle est à partir de ces attendus votre vision du cadre et du contenu de l'action publique que vous entendez mener, l'esquisse peut-être du grand récit mobilisateur dont notre nation a besoin. Ce qui est certain, c'est que la réindustrialisation verte, c'est avant tout faire face aux contraintes écologiques et sociales. C'est investir massivement dans l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur. C'est investir significativement dans la recherche et l'innovation avec une réforme radicale du crédit d'impôt. C'est faire de la protection environnementale un vecteur de transition de notre industrie et d'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Or, nous ne voyons rien dans ce projet de loi qui porte cette ambition de nouvelle industrie. Et je reviens à notre texte de ce jour pour vous dire que mon groupe fera des propositions pour d'abord définir ce que devrait être le périmètre de ce PJL au regard des enjeux de transformation de l'économie que je viens d'évoquer. C'est quoi exactement l'industrie verte? Ensuite, donner à ce texte la dimension territoriale qui doit être la sienne, en référence à la démarche territoire d'industrie et pour les activités de sous-traitance des grands sites. Puis préserver les prérogatives des présidents de conseils régionaux, des maires et des présidents de PCI en matière de planification stratégique et d'évolution des documents d'urbanisme. Et enfin, clarifier votre position sur la prise en compte du ZAN dans le cadre de la loi climat-résilience et des SRADET. Vous aurez compris que pour nous, de très nombreux points fondamentaux conditionnent la pertinence et la réussite des politiques publiques nécessaires à la réorientation de notre modèle de développement. La question majeure est avant tout de savoir de quelle économie nous avons besoin pour demain et de quelle politique publique nous devons nous doter pour y parvenir dans la participation et la compréhension du plus grand nombre de nos concitoyens. Notre positionnement final de groupe se trouvera dans la réponse à ces questions. Pour l'heure, le texte dont nous allons débattre, utile à certains égards, est avant tout technique, une fois de plus. C'est dommage, encore une occasion manquée, mais il n'est jamais trop tard. Ce changement confronte notre espèce et la nature à leurs dernières extrémités parce qu'il nous approche du bord de nos modes de vie, de nos ressources, parce qu'il nous pousse tout au bout des contradictions de nos économies centrées sur la consommation, écrivait Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, la semaine dernière. Si la sobriété fut à l'honneur l'hiver dernier, non seulement par peur d'un blackout, mais aussi en raison du coût de l'énergie devenu insoutenable pour bon nombre de Français,
Une forme de sobriété heureuse reste à promouvoir vraiment. Car c'est fait, nous avons mangé la terre. De produire toujours plus et mal, d'utiliser plus de matière, d'eau, d'énergie. Le grand écosystème est à son point de bascule, c'est grave. Nous devons aboutir à une définition claire de ce que vous entendez par l'oxymore « industrie verte ». En effet, tout progrès doit maintenant être envisagé dans les limites planétaires. C'est non seulement une nécessité absolue, mais aussi de notre responsabilité pour ceux qui après nous viendront. Le verre ne peut pas être un effet d'aubaine, il nous oblige. Oui, il est indispensable de produire en France les fameux Big Five. Il eût fallu le faire il y a 15-20 ans, mais ici, le champ est beaucoup trop restreint. À vrai dire, nous avons urgemment besoin d'une loi de programmation pluriannuelle de l'industrie, voire même de l'écologie, à revoir tous les 5 ans pour s'adapter efficacement à ce qui vient. Et puis, qu'en sera-t-il du coût réel de notre production en matière de dégradation de la santé, d'effondrement de la biodiversité ? Parler d'industrie verte doit être aussi l'occasion de prévoir la satisfaction de nos besoins essentiels, de remettre à l'honneur et pourquoi pas la manufacture et l'artisanat qui sont les seules véritables sources de l'industrie au sens de l'inventivité humaine. Sans quoi l'industrie verte ne sera qu'un avatar sémantique de plus. Nous devons sortir de la centrifugeuse infernale du consumérisme, comme l'écrit le romancier Jean Rouault. Combien d'années faudra-t-il pour que soit pris à bras le corps le problème, par exemple, de la fast fashion ? Nous sommes dans un égarement total. Des vêtements en plastique fabriqués à des milliers de kilomètres, portés une ou deux fois, exportés en tant que vêtements et qui deviennent instantanément des déchets en arrivant en Afrique. Nous avons une énorme responsabilité. Comment expliquer que le chapitre dédié à l'économie circulaire soit si pauvre ? C'est dommage. C'est une occasion manquée quand il y avait tant à faire sur le sujet. Pour trouver une voie alternative entre la Chine et les États-Unis, s'émanciper de la polarisation exacerbée qui gagne la planète, nous devons acter une coopération accrue en Europe qui bénéficie d'un tissu démocratique solide sur lequel nous devons nous appuyer. L'examen en commission a permis d'obtenir des avancées. Dans l'article 2, nous avons ajouté à la consultation numérique la consultation par voie postale, absolument indispensable quand nous savons qu'1 Français sur 3 est concerné par l'illectronisme. Dans l'article 4, nous avons allongé le délai dont dispose le ministre pour sanctionner le transfert illicite de déchets, ainsi que le plafond de l'amende pour la rendre suffisamment dissuasive, ce qui nous paraît être la moindre des choses s'agissant de ce sujet particulièrement préoccupant. Au sujet de l'article 7, la compensation environnementale consistant à la création de sites naturels de restauration et de renaturation ne doit pas instaurer une organisation de la pollution, mais conduire à sa réduction et à sa disparition. Quant au volet dédié à la commande publique, nous proposerons des amendements pour en faire un véritable levier de progrès. Vous l'aurez compris, messieurs les ministres, nous attendons davantage, bien davantage, car les défis sont colossaux. Réindustrialiser, oui, et le faire bien. L'argent public doit être mieux utilisé et surtout, les collectivités territoriales parfaitement légitimes doivent garder la main. Nous serons vigilants sur l'article 9, inacceptable dans son écriture initiale et qui peut constituer une ligne rouge. Ce serait folie d'ignorer les expertises et les synergies territoriales.